Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire du FC3R sur les 3R en pratique, perspectives éthiques sur leur mise en œuvre. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux intervenants, Christian Rodriguez-Pérez et Edwin Louis Marten, qui sont tous les deux doctorants et assistants de recherche et d'enseignement à l'Institut d'éthique biomédicale de l'Université de Bâle, et qui vont nous présenter donc à deux voix leurs travaux menés dans le cadre du programme national de recherche suisse PNR 79, Advancing 3Rs, Animaux, Recherche et Société, qui vise à étudier comment faire progresser les 3R. Donc, Christian Rodriguez-Pérez est titulaire d'un master en philosophie de l'Université de Fribourg. Ses recherches s'intéressent à l'éthique animale, l'éthique des populations et les méthodes empiriques en éthique appliquée, notamment la philosophie expérimentale. Et depuis 2024, il est également membre de la commission sur l'expérimentation animale du canton de Fribourg. Edwin Louis Marten est vétérinaire diplômé de l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Il a également étudié la philosophie et l'éthique appliquée à l'Université Paris-Nanterre et à l'Université de Strasbourg, en se focalisant notamment sur l'éthique animale. Il réalise actuellement une spécialisation vétérinaire en sciences du bien-être animal, éthique et droit de l'animal, avec un intérêt particulier pour l'éthique de la fin de vie et les questions de maltraitance animale. Donc, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Edwin, si tu es prêt, je te laisse donc la parole. Oui, parfait. Merci beaucoup Dorissou pour la présentation. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je ne vais pas me dire. Donc, je m'appelle Edwin et on va du coup vous présenter avec Christian nos résultats de recherche dans le cadre de notre doctorat. Le plan est assez simple. L'idée, c'est d'abord d'introduire un peu le contexte de recherche dans lequel s'implémentent nos recherches. Donc, le PNR, comme Doris en a un peu parlé. Et puis, aussi les méthodes qu'on utilise en bioéthique empirique, puisque c'est les méthodes qu'on aura utilisées, et Christian et moi-même, pour pouvoir investiguer les questions de mise en œuvre des 3R. Et on sait que ce n'est pas forcément des méthodes auxquelles on est forcément habitué en sciences biomédicales. Et ensuite, on ira un peu plus profondément dans nos résultats. Donc d'abord Christian, puis moi-même. Et on vous donnera à la fin quelques take-home messages, les points les plus clés qu'on voudrait que vous reteniez de cette présentation. Alors, le programme national de recherche 79, donc comme l'a dit Doris, c'est un programme, c'est un financement fédéral par le Fonds national suisse sur des questions d'intérêt sociétal. Et le PNR 79, donc c'est en particulier sur l'expérimentation animale et les 3R. Et il entend étudier comment faire progresser les 3R dans le contexte suisse, et en particulier l'adoption de méthodes alternatives, donc faire avancer en particulier le remplacement. Mais ce n'est pas que de la focalisation sur le remplacement, c'est aussi sur le raffinement et la réduction. Et donc, au sein de ce PNR, il y a 27 projets de recherche qui sont financés sur 3 sujets, axes de recherche principaux. Le premier, c'est l'innovation, donc c'est un truc assez classique, donc le développement de nouvelles méthodes alternatives à l'utilisation d'animaux ou aussi au raffinement, à la réduction, comme je disais. La mise en œuvre de ces nouvelles méthodes, pas que d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue sociétal et éthique. Donc ça, c'est un peu mon projet de recherche. Et il y a toute la partie éthique et société aussi, donc c'est de faire entrer les sciences sociales et de faire dialoguer les sciences sociales avec du coup les sciences biomédicales et l'avancée technique qu'on peut avoir sur les 3R, puisque ce n'est pas qu'une question de science, c'est aussi une question de société. Et donc nous, à l'Institut d'éthique médicale de l'Université de Bâle, on a 3 projets qui sont financés dans le cadre de ce PNR. Et on est du coup 2 représentants de 2 de ces projets-là. Donc on a d'abord le projet de Christian Explorer qui vise à explorer du coup les 3R avec des méthodes d'éthique expérimentale. Donc il introduira qu'est-ce qu'on entend par éthique expérimentale exactement. Il y a le projet sur lequel moi je travaille, c'est Implement 3R, qui essaie de comprendre les barrières et les facilitateurs à la mise en œuvre des 3R en Suisse via des études qualitatives. Et puis on a un dernier projet qui s'appelle Think 3R, qui lui s'intéresse plutôt à la prise de décision vis-à-vis de la pesée des intérêts ou de la balance coût-bénéfice dans le cadre de l'autorisation de la recherche sur les animaux. Je laisse la parole peut-être à Christian. Ah non, avant ça, si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations quand même sur ce programme national de recherche, sachez qu'il y a un site internet sur lequel vous avez tous les projets de recherche qui sont définis, et aussi du coup les outputs de ces recherches, donc les papiers et aussi les news qui sont vis-à-vis de ce programme de recherche. Il a commencé fin 2022 et il va courir jusqu'à 2026-2027, si je ne me trompe pas.
Donc, il y a encore des choses qui vont arriver dans le cadre de ce programme de recherche. Donc voilà, je laisse la parole du coup à Christian pour la suite. Merci beaucoup, Edwin. Et je tiens à remercier moi aussi donc les organisateurs du FC3R pour l'invitation et puis tous les participants et participantes qui sont présentes aujourd'hui. Quelques mots sur les méthodes qu'on utilise justement en bioéthique empirique au sein de notre institut, donc des méthodes que Edwin et moi utilisons. La bioéthique est un domaine qui, historiquement, avait démarré plutôt avec l'emprise, disons, principalement des philosophes et théologiens qui appliquaient des théories éthiques et morales dans des débats qui étaient importants pour la bioéthique, par exemple, quand on pense à l'avortement, l'euthanasie, ce genre de problématiques-là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment devenu un domaine qui utilise du coup des méthodes empiriques. Donc, c'est un champ interdisciplinaire qui intègre des méthodologies qui viennent le plus souvent des sciences sociales et qui combine donc ces méthodes empiriques avec les analyses conceptuelles et normatives pour les questions que je viens de mentionner. Ce changement qui est apparu dans les dernières décennies, il est surtout venu parce qu'il y avait un besoin de plus de contexte, le besoin d'avoir du coup ces données empiriques pour avoir vraiment une mise en contexte par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Il y a, du fait d'intégrer du coup ces méthodes empiriques, un nouveau défi qui est apparu en bioéthique, c'est l'idée de passer de ces données empiriques que nous avons obtenues à travers des méthodes venues des sciences sociales à des recommandations éthiques. C'est-à-dire comment est-ce qu'à partir de ce qu'on a découvert sur le terrain, on arrive à donner des recommandations sur ce qu'il faudrait faire. Ce qui est parfois appelé la loi de Hume, philosophe, justement. Et on va peut-être en dire un petit peu plus sur comment on applique ça dans nos projets avec Edwin. Finalement, il y a donc une diversité de méthodes qui sont employées dans ce domaine et aussi une diversité d'épistémologie. Disons simplement que une partie de ce qu'on utilise avec Edwin, c'est des méthodes qui viennent de la sociologie et de l'anthropologie. Donc, par exemple, des entretiens individuels, des discussions de groupe, des études ethnographiques, ou alors des méthodes qui viennent de la psychologie plutôt. Et j'ai mis en évidence l'éthique expérimentale parce que c'est ce dont je vais vous parler dans ma partie, mais aussi neuroéthique, questionnaire et autres méthodes. Donc, je vais maintenant entrer dans le vif du sujet par rapport à mon projet qui s'appelle Explorer et où on approche les 3 R avec l'éthique expérimentale. Donc, comme je viens de vous le dire, l'éthique expérimentale, on peut le penser comme une sous-méthode, une sous-catégorie, disons, dans la bioéthique empirique. C'est une approche qui utilise les méthodes expérimentales des sciences cognitives et sociales afin d'éclairer empiriquement des questions qui sont traditionnellement de l'éthique, de la philosophie morale. C'est donc l'idée d'utiliser des expériences typiques de, par exemple, la psychologie, où un groupe de personnes reçoit un traitement ou une condition, un autre groupe en reçoit une autre, et on regarde comment, par exemple, cela influence le comportement ou les intuitions, la prise de décision dans un domaine éthique. Et dans le cadre de mon projet, j'aimerais vous parler aujourd'hui de 2 expériences en particulier. La première qui concerne les dilemmes 3R. Je vais définir dans un instant de quoi il s'agit. Et la deuxième qui concerne le choix de l'espèce animale au moment de réaliser une expérience. Ce sont 2 interventions ou expériences que nous avons mis en place dans notre recherche. Et je vais vous en dire plus maintenant sur la première. Par dilemme 3R, ce que j'entends, c'est donc un conflit entre les principes de réduction et raffinement. Donc, si vous êtes familier avec les 3R, vous savez que les 3R signifient remplacer, réduire, raffiner. Remplacer donc les animaux par une méthode qui ne requiert pas d'animaux, c'est certainement, je pense que la plupart des gens sont d'accord, la meilleure approche, la meilleure solution. On élimine d'un coup, disons, toute potentielle souffrance pour les animaux. Par contre, si ce n'est pas possible, on se retrouve un petit peu avec ce dilemme entre réduire et raffiner pour certaines expériences. C'est vraiment pas le cas tout le temps parce que parfois, pour des raisons de validité, il est très clair qu'on doit utiliser un certain nombre d'animaux et du coup, le design expérimental pose certaines contraintes. Mais je vous demande d'imaginer justement un cas où
on aurait un conflit entre devoir choisir réduire le nombre d'animaux et infliger, imaginons, 4 prises de sang à cet animal, c'est ce que vous voyez sur la gauche, ou alors réduire le nombre de procédures, quitte à utiliser plus d'animaux. Donc vous pouvez imaginer utiliser 2 animaux et infliger 2 prises de sang. Donc, ce sont des dilemmes qui ont été discutés un petit peu dans le contexte suisse par les autorités ou alors, disons, les groupes de travaux. Ceci est une recommandation qui vient d'être publiée par le Comité national d'éthique en Suisse et qui dit que si on peut réduire de manière significative la contrainte pour chaque animal, alors il vaudrait mieux privilégier, raffiner, plutôt que réduire. C'est-à-dire il vaudrait mieux utiliser plus d'animaux pour pouvoir réduire de manière significative la contrainte pour chaque animal. Seulement, qu'est-ce qui est une réduction significative ou non? Ça reste un petit peu flou. Et ici, j'aimerais vous montrer aussi sur la droite des résultats qui ne sont pas les nôtres, qui sont d'une étude qui a été faite en 2014 par Franco et Olson, où on voit que même quand on peut faire une réduction qui est significative, selon moi, c'est-à-dire là, le choix pour les participants était entre utiliser 20 animaux qui doivent tous expérimenter une procédure ou utiliser un seul animal qui expérimentera la procédure 20 fois durant 20 jours. Et vous voyez que les participants, 156 membres d'un cours de sciences de laboratoire, étaient assez partagés. Et ce que vous voyez encore sur la zone de droite, qui devrait s'afficher maintenant en rouge, ça n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est que au moment où l'espèce, excusez-moi, je reviens en arrière, au moment où l'espèce était passée de souris, dans le scénario original, à une espèce comme les chiens ou les primates, la plupart des gens qui avaient choisi d'utiliser plus d'animaux ont changé leur décision, c'est-à-dire ont préféré réduire le nombre d'animaux au moment où on avait ces différentes espèces. Donc, sur la base, disons, de ce contexte, nous avons voulu, au sein de notre projet, réaliser une expérience de, justement, éthique expérimentale. Nous avons réfléchi quels sont les facteurs qui pourraient influencer cette prise de décision entre réduire et raffiner et qui nous intéressent, nous, particulièrement dans notre projet. Et donc, un premier facteur que nous voulions étudier, c'était l'influence de l'espèce, non pas pour des espèces, comme on l'a vu dans le cas précédent, qui sont proches de l'homme, mais plutôt pour des espèces qui sont souvent utilisées en expérimentation animale, donc typiquement souris et zébrafiches, et aussi voir la barrière entre vertébrés et invertébrés, voir si cela influençait la décision. C'est pour ça que nous avons aussi inclus les crabes. Et le deuxième facteur très important que nous voulions tester, c'est est-ce que le destin de l'animal après l'expérience influence la prise de décision? La majorité des animaux qui sont utilisés en recherche, évidemment, nous le savons, sont euthanasiés à la fin de l'expérience, mais de plus en plus d'initiatives visent à pouvoir réhabiliter les animaux, donc ce que j'appelle rehoming ici, ou alors les réutiliser dans une autre expérience afin de manière globale, peut-être réduire le nombre d'animaux dans la science. Et finalement, un dernier facteur que nous avons testé, c'est est-ce qu'on est en train de parler d'un très large groupe d'animaux, des milliers d'animaux, parce que certaines demandes d'autorisation en Suisse atteignent des nombres qui sont dans les milliers, ou alors plutôt d'un groupe d'animaux qui est dans les dizaines. Finalement, comme c'est souvent le cas en éthique expérimentale ou philosophie expérimentale, on a combiné ces différents niveaux de facteurs pour créer des scénarios, des cas. Vu qu'on a 3 fois 3 fois 2 niveaux, on s'est retrouvé avec 18 cas, comme vous voyez les exemples sur la droite. Et donc, l'idée, c'est que nous avons créé un essai randomisé contrôlé. Donc, nous avons recruté des participants qui sont investis dans la recherche avec les animaux en Suisse. Et chaque participant a évalué 9 cas parmi les 18, de manière aléatoire. Sur la gauche, vous voyez la petite vignette qu'on a utilisée. Je m'excuse, c'est en anglais. Notre étude a été réalisée en anglais. Mais finalement, ce qu'on propose aux participants, c'est d'imaginer une expérience pour laquelle l'équipe de recherche a le choix entre 2 options. Et quelle que soit l'option qui est choisie, ce sera toujours un degré de gravité 1. Donc, je vous montre rapidement ici. Comme vous le voyez sur la droite,
ce sera toujours un cas, comme je vous ai montré au début, entre diviser le nombre de procédures de 4 à 2 ou alors diviser le nombre d'animaux. Ici, vous voyez par exemple la condition dans les dizaines, de 30 à 15. Donc, ce sera toujours un degré de sévérité 1. Je crois que dans le contexte français, on parle de degré de gravité, donc assez léger. Et puis, donc, on dit aux participants qu'ils n'ont aucune contrainte en termes économiques, logistiques, et puis qu'ils doivent choisir entre ces deux options. Ce qui est en rouge, c'est effectivement les facteurs qui vont changer. Donc, vous voyez qu'il y a l'espèce, le nombre d'animaux, qui ici est dans les dizaines, mais pourrait être dans les milliers, mais toujours les mêmes nombres. Et finalement, le destin de l'animal après l'expérience. Ici, vous voyez un cas où c'est l'euthanasie, mais ça pourrait être remplacé par la réhabilitation ou alors la réutilisation. Finalement, nous avons réalisé une analyse conjointe avec un modèle de régression linéaire pour évaluer les effets de chaque facteur et chaque niveau sur la décision. Et nous avons donc préenregistré cette étude. Je vais vous montrer des résultats qui sont préliminaires parce qu'on est encore en train de réaliser notre analyse. Avant ça, juste un petit coup d'œil à notre échantillon. Donc, nous avons 172 participants qui donc sont pour la majorité des doctorants ou postdocs qui font de l'expérimentation animale en Suisse, mais aussi des profils plutôt seniors et même professeurs. Un bon équilibre entre les différents genres et puis un âge médian qui est à 35 ans. Nous avons recruté à travers les pages institutionnelles de différentes institutions en Suisse, mais aussi avec l'aide de l'Office fédéral. Et maintenant, un petit coup d'œil sur les résultats. Ce qui est intéressant de voir, tout d'abord, c'est effectivement les facteurs. En orange, vous voyez les facteurs par rapport aux espèces. Et puis l'influence sur la prise de décision. L'axe X que vous voyez en bas, 0,5, 0,6, 0,7, c'est la probabilité pour les participants de choisir réduction. Ça veut dire que plus on va vers la droite, plus il est probable que les participants choisissent de réduire le nombre d'animaux et infliger plus de prise de sang. C'était le cas qu'on avait utilisé. De la même manière, plus on va vers la gauche, plus la probabilité va dans la direction de choisir raffiner, c'est-à-dire utiliser plus d'animaux. On a donc trouvé que l'espèce, en tout cas quand on parle souris, zébrafiche et crabe, n'a qu'un faible effet sur la prise de décision. En vert, on a trouvé que lorsque le nombre d'animaux est dans les milliers, il est plus probable que les participants choisissent réduction. Donc, on va peut-être parler de l'interprétation de tout ça tout à l'heure. Mais le résultat le plus intéressant pour nous, c'est de voir que la réduction, elle est plus probable en cas d'euthanasie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les animaux vont être euthanasiés à la fin de l'expérience, les participants sont plus susceptibles de réduire le groupe, réduire le nombre d'animaux, infliger 4 plutôt que 2 prises de sang en 24 heures, mais utiliser moins d'animaux. Par contre, si le destin de l'animal est ce que vous voyez comme écrit reuse, donc réutilisation, c'est le cas où les participants seraient le plus susceptibles de choisir plutôt raffiner, c'est-à-dire utiliser plus d'animaux et infliger que 2 prises de sang. Et donc, on n'a pas préenregistré ceci, mais on voulait quand même vous montrer un résultat intéressant par rapport au genre. Les participants qui se sont décrites comme étant des hommes sont plus susceptibles de choisir réduction par rapport aux femmes, comme vous le voyez. Et un autre résultat intéressant, c'est que, en quelque sorte, les hommes sont plus extrêmes que les femmes dans le sens où ils sont plus susceptibles de choisir une des deux options et s'y tenir pour tous les cas. C'est-à-dire, par exemple, choisir réduction et choisir réduction les 9 fois pour les 9 évaluations qu'ils avaient à faire. Ou alors choisir raffiner et puis s'y tenir également. Alors que pour les participants qui se sont identifiés comme étant des femmes, il y a plus de alternance entre choisir réduire et raffiner. Donc, dans cette analyse-là, qui n'a pas été préenregistrée, on n'a pas vraiment d'interprétation, mais c'est juste pour vous montrer et aussi vous dire qu'on a exclu donc pour cette analyse-ci
un participant qui s'est décrit comme non-binaire et 6 participants qui ont préféré ne pas donner leur genre. Donc, quelques conclusions préliminaires. La première, l'idée que le destin de l'animal après l'expérience peut influencer les décisions entre réduire et raffiner. La deuxième, c'est qu'en cas de gravité, degré de gravité léger, donc c'est vraiment le cas que nous avons utilisé, et d'euthanasie, il semble que les participants préfèrent prioriser la réduction. Il y a une certaine tension peut-être avec le message des autorités suisses que je vous ai montré tout à l'heure, mais ça dépend aussi de l'interprétation de ce qu'est une réduction significative de la contrainte. Peut-être que dans nos cas, vu que c'est un degré de sévérité 1, il n'y a pas de réduction significative de la contrainte, et donc le message des autorités suisses ne s'applique pas, qu'il faudrait prioriser plutôt raffiner. Autre conclusion, l'effet d'euthanasie, pourquoi est-ce que ça influence la prise de décision vers la réduction? Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait encore étudier davantage. Il se peut que ce soit plutôt par rapport à la charge que l'euthanasie suppose pour le personnel, mais il se peut aussi que ce soit par rapport à la valeur de la vie animale et qu'on préfère justement minimiser la perte de vie animale en quelque sorte. Finalement, la distinction entre vertébrés et invertébrés, elle semble être moins importante que ce qu'on a vu avec une étude précédente qui impliquait plutôt des chiens et des primates. Comme on l'a vu, l'effet était assez faible. Je vais passer à la deuxième expérience qui est plutôt sur la question des 3R et du choix de l'espèce. Je vais aller assez rapidement pour laisser la parole à Edwin tout bientôt. Ici, il s'agit de 2 collectes de données que nous avons fait. Sur la gauche, vous voyez plutôt des entretiens semi-directifs avec des chercheurs et chercheuses qui sont actifs en Suisse, mais aussi des experts 3R, des membres de commission que nous avons recrutés de manière délibérée selon leur page institutionnelle. Et sur la droite, ce sont des focus groups que nous avons réalisés dans des écoles suisses avec des adolescents âgés d'entre 12 et 18 ans. Et ça, nous avons approché le recrutement à travers les autorités suisses de l'éducation. Dans les 2 cas, nous avons utilisé l'analyse thématique parce qu'il s'agissait de justement données qualitatives. Je vais laisser Edwin en dire plus sur notre manière d'analyser cela, parce que les résultats que je vais vous montrer sont préliminaires et sont surtout des citations que je vais vous donner, juste pour vous inspirer un petit peu. On n'a pas encore codé, et peut-être ce mot ne vous dit rien du tout, mais on n'a pas encore codé, disons, tous nos transcriptions. Pourquoi on a voulu tester la question des 3R et du choix de l'espèce? Parce que dans le texte original des 3R, donc produit par Russell et Birch dans les années 60, il y avait déjà une idée de possible substitution comparative. C'est-à-dire l'idée de, au lieu d'utiliser une espèce, en utiliser une autre. Donc, ce n'est pas vraiment un remplacement des animaux par une méthode non animale, mais c'est l'utilisation d'un animal qui, par son statut, suggère quand même une amélioration. Typiquement, utiliser des invertébrés peut-être à la place des vertébrés. Dans la loi suisse, nous avons en effet un article de loi qui dit que si c'est possible, il faudrait utiliser des espèces d'un rang moins élevé du point de vue de l'évolution. Alors, il y a eu beaucoup de débats parce que d'un point de vue biologique, ça ne fait pas trop sens d'avoir, disons, cette phrase-là. Et puis, une suggestion a été que peut-être il faut plutôt parler d'utiliser une espèce qui est moins susceptible de souffrir dans l'expérience. Quoi qu'il en soit, on constate que, au-delà de la validité de l'expérience et de choisir une espèce qui est en adéquation avec le design expérimental, il y a aussi l'idée de minimiser la contrainte grâce au choix de l'espèce qui peut exister. Mais bien entendu, au moment de choisir une espèce pour une expérience, il y a plein d'autres critères qui rentrent en compte. Par exemple, des critères économiques, des critères logistiques. Quel est mon laboratoire? Quel genre de matériel j'ai déjà? Peut-être la culture du laboratoire, peut-être même des critères qui sont vraiment éloignés des 3R, vraiment des questions de carrière et puis de possibilité de publier. Donc, cette présentation concerne le côté éthique, donc j'ai essayé de regrouper des citations des participants qui touchent sur ces dimensions un petit peu plus éthiques du choix de l'espèce. Nous avons proposé aux participants une expérience qui concerne l'inflammation et il faut donc tester un nouvel agent anti-inflammatoire et voir s'il est plus efficace que les agents anti-inflammatoires qui sont déjà sur le marché. Et nous leur avons demandé de choisir donc, de nous dire comment ils décideraient quelle espèce utiliser, quels critères seraient importants. Donc, tout d'abord, pour les professionnels qui travaillent dans l'expérimentation animale en Suisse,
Vous voyez ici une citation qui dit que, effectivement, une fois qu'on sait qu'on a un modèle qui est sujet à inflammation, peut-être qu'il serait important de considérer le côté 3R, c'est-à-dire choisir l'espèce qui est le moins sujet à souffrir d'inflammation pendant l'expérience, tout en obtenant des résultats valides. Une autre citation ici qui dit plutôt que si on pouvait utiliser des modèles qui sont plutôt invertébrés, comme la drosophile, ce serait la première chose à faire avant de passer sur des modèles peut-être plus complexes. Et puis, on voit que la souris apparaît rapidement comme un standard, surtout dans un cas d'inflammation en l'occurrence. Dernière citation pour le côté des professionnels, cette idée que, effectivement, vu qu'on pense en termes de translation à l'humain, c'est important d'avoir un modèle animal qui est semblable à l'humain. Quand on a interrogé les adolescents, donc je mets simplement ici une idée, hein, on a souris, peut-être les porcs ou les cochons qui ont été suggérés aussi par des chercheurs. Les poissons, si c'est possible pour l'inflammation, avec quelques doutes. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on passe chez les adolescents, on a été surpris de voir qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Typiquement, ici, on a des adolescents qui disaient qu'il faut prendre des animaux qui sont proches de nous, par exemple les cochons. Donc, on a été surpris de voir qu'il y avait porcs et cochons dans nos deux échantillons. Ici, des adolescents qui ont dit que peut-être un critère important d'un point de vue éthique, ce serait de ne pas prendre des espèces qui sont en voie d'extinction. Peut-être prendre les singes, si on les prend dans la nature, ben, on risque de se retrouver sans singes nulle part. Donc peut-être prendre les rongeurs parce que eux, ils sont énormément. Et ils nous ressemblent aussi. Donc c'est intéressant de voir la manière de réfléchir peut-être des jeunes générations sur ces questions-là. Alors tout en sachant évidemment que peut-être il y a une certaine ignorance de comment se passe effectivement l'élevage pour l'expérimentation animale, etc. Mais bon, c'est de la philosophie expérimentale, donc c'est intéressant de voir ce qui leur sort. Ici, des adolescents qui disaient aussi qu'il faut utiliser des animaux qui sont proches de l'humain, de nouveau cette question de translation, mais au même temps, le fait de dire que s'ils sont proches de l'humain, peut-être ils vont souffrir plus parce qu'ils ont plus de capacités cognitives. Et puis ça, c'était intéressant pour nous de voir que ce critère était aussi relevé par les jeunes. Encore une ici qui dit que quand on imagine pourquoi utiliser une souris, la question de la mise à mort de la souris par rapport à une autre espèce comme un singe, pour certains adolescents, était aussi pertinente. C'est-à-dire qu'il y a des critères, par exemple, peut-être que la souris est économiquement intéressante, mais d'un autre côté, ça a moins d'impact, selon cet adolescent-là, ça a moins d'impact, désolé, qu'un animal meurt si c'est une souris plutôt que si c'est un singe. Donc là aussi, la question de la mort qui revient. Et finalement, une dernière citation. Les mouches, en vrai, j'avoue, ça me fait pas trop mal au cœur. Donc ça, c'était au cas où il y avait la possibilité d'utiliser peut-être la drosophile et les intuitions morales, disons, de ces adolescents. Donc finalement, on voit que c'était intéressant de voir que la souris et cochon ou porc étaient présents dans les deux échantillons, mais des choses surprenantes aussi du point de vue des adolescents, l'idée par exemple d'utiliser des bananes. Je vais maintenant conclure et passer la parole à Edwin. Juste à défaut de conclusion, quelques réflexions sur cette petite expérience que nous avons faite. Premièrement, l'idée que dans la communauté, on reconnaît le fait que le choix de l'espèce peut être une mesure 3R. Ensuite, que les modèles proposés par les jeunes et par les chercheurs, chercheuses ou experts sont pas si différents, et ça c'était intéressant pour nous, qu'il y a un dilemme entre le besoin de proximité avec l'humain, mais en même temps le fait que quand on utilise des espèces qui sont proches de l'humain, elles sont peut-être plus susceptibles de souffrir, des questions de capacité cognitive, etc. La question de la mort comme une problématique éthique qui revient chez les jeunes. Et je crois que c'était le dernier point, non, encore un point, pardon. L'idée que les jeunes considèrent des aspects éthiques au-delà du laboratoire. Par exemple, la préservation des espèces. Et je vais donc passer la parole maintenant à Edwin et je me réjouis de vos questions pour la dernière partie. Moi, du coup, je vais présenter ma partie de recherche. Faire d'abord un petit point sur la partie méthode que moi j'ai utilisée pour mes recherches. Moi, c'était vraiment beaucoup plus sciences sociales et données qualitatives entièrement. Dans mon cas, j'ai effectué 35 entretiens semi-structurés avec 2 populations de chercheurs suisses. D'une part, des chercheurs qui travaillaient sur des méthodes 3R, donc qui faisaient soit du remplacement, de la réduction ou du raffinement, et d'autre part, des chercheurs qui faisaient de l'expérimentation animale, mais sans focus 3R particulier, c'est-à-dire qui faisaient de la recherche en neurosciences, en biologie de développement, etc. Et en termes de caractéristiques démographiques, du coup, de ces 35 chercheurs,
J'ai vraiment voulu focaliser principalement sur des chercheurs qui avaient de l'expérience dans la mise en œuvre des 3R. Pour autant, donc il y a 3/4 qui sont des chercheurs seniors, qui sont soit professeurs associés, professeurs ordinaires, etc. Mais je voulais quand même aussi avoir un tout petit peu de feedback de jeunes générations, disons, des chercheurs juniors, donc soit des PhD, des doctorants, soit des post-doctorants. En termes de sexe ratio, il y avait 40% de femmes et j'ai vraiment fait un petit tour de Suisse, aller chercher dans tous les cantons, à la fois des cantons germanophones et des cantons francophones. Petite particularité, c'est que comme il y a une grosse partie de l'expérimentation animale qui est faite dans les institutions publiques en Suisse, on parle de 60 à 70% en fonction des années, je me suis focalisé uniquement sur les chercheurs qui venaient d'institutions publiques. Je me suis pas intéressé à des chercheurs qui travaillaient dans le privé. Et parmi tous ces chercheurs, il y avait 17 champs de recherche qui étaient représentés, donc allant de la neurosciences, biologie cellulaire, physiologie, etc. Pour les entretiens en eux-mêmes, ils étaient majoritairement faits en présentiel, c'est-à-dire en face à face. Le reste était fait en visio comme aujourd'hui. Et la quasi-totalité en anglais, il y en a un seul qui a été fait en français à la demande du participant, sachant que moi-même, c'est ma langue maternelle, donc c'était aussi simple à faire. Et en termes de durée moyenne, on était à 1h10 d'entretien en moyenne. 1h10, ça paraît court ou long, ça dépend des gens. En données qualitatives, hein, c'est des durées plutôt bien pour aller dans la profondeur en fait, des questions qu'on souhaite avoir. Et ça donne quand même des transcriptions qui font plusieurs dizaines de pages. Hein, on parle de 30 à 40 pages par entretien. Donc, si vous faites le calcul, x 35, ça vous fait un peu plus de 1000 pages à devoir du coup analyser derrière. Et j'ai parlé d'entretien semi-structuré. Donc ça, c'est une des méthodes qu'on utilise du coup en sociologie ou du coup dans ce cas-là en bioéthique empirique. C'est qu'en fait, c'est pas un entretien libre où je demande juste aux chercheurs de me parler des 3R, mais en fait, j'arrive avec une liste de questions ouvertes et en fait, en fonction des questions et de comment en fait la conversation va, je vais poser certains types de questions, aller plus en profondeur sur certains aspects ou négliger peut-être certains autres aspects parce que ça ne s'applique pas à la personne, mais aller un peu plus en profondeur sur d'autres aspects. Et donc, mon guide d'entretien, donc en fait, les questions que j'avais préparées en amont avec le reste de l'équipe, ça allait sur les expériences personnelles du chercheur d'abord, sur sa connaissance et son éducation sur les 3R, sur les applications pratiques des 3R, comment est-ce que ce chercheur-là en particulier mettait en œuvre les 3R pour ses propres recherches, ses motivations aussi à mettre en œuvre les 3R, donc comment est-ce qu'il perçoit les motivations pour mettre en œuvre les 3R en expérimentation. On voulait aussi explorer un tout petit peu la notion de culture du soin, qui est émergente, hein, qu'on entend de plus en plus parler aujourd'hui dans le domaine. On a voulu poser quelques questions là-dessus. Et les dernières questions, c'était vraiment, je demandais aux chercheurs du coup de me donner leurs recommandations finales sur comment est-ce qu'on peut faire avancer du coup la mise en œuvre des 3R dans le contexte suisse. Je préchote un peu les limites méthodologiques que vous pourriez peut-être nous soumettre. Le principe des techniques qualitatives, c'est vraiment d'avoir des méthodes exploratoires. Et comme leur nom l'indique, on ne cherche pas à nécessairement quantifier les choses, sauf en philosophie expérimentale où on pourrait en rediscuter. Mais vraiment, en tout cas, sur ce type de méthode-là, avec des entretiens semi-structurés, on ne cherche pas à faire de la lexicographie ou à vraiment évaluer combien de personnes ont dit telle chose exactement, mais essayer d'aller dans le fond des expériences et dans le fond, en fait, de la subjectivité et de ce que pensent les gens sur un domaine précis. Et donc forcément, on ne peut pas faire de l'inférence derrière ou on ne peut pas inférer les conclusions qu'on peut avoir depuis cette étude-là à toute la population suisse, des chercheurs suisses, et encore moins du coup à toutes les populations de chercheurs dans d'autres domaines de recherche ou dans d'autres contextes sociétaux, en France par exemple, ou en dehors de l'Europe, parce que forcément, on va avoir des limites culturelles qui vont entrer en jeu, ne serait-ce que la législation. Alors, on a une législation en Suisse qui est plutôt similaire à ce qu'on va retrouver avec la directive européenne et donc dans les pays de l'Union européenne. Mais dès que vous allez dans les États-Unis ou en Asie, c'est pas du tout la même chose. Et donc forcément, la vision que vont avoir les chercheurs localement va peut-être modifier un peu. Et donc on peut pas faire de comparaison ici sans faire directement le même type d'études avec ce type de population. Et du coup, j'ai dit, mais mon échantillon était plutôt varié, mais non représentatif quand même. Il y a aussi cette notion classique qu'on retrouve en sciences sociales, qui est la désirabilité sociale, qu'on comprend bien finalement. C'est que quand j'invite des chercheurs à participer à l'étude,
il y a forcément ceux qui sont les plus motivés à discuter des 3R qui vont répondre positivement et avec qui je vais pouvoir discuter. Et même ceux qui sont motivés, une fois que je me retrouvais face à face avec eux ou pendant l'entretien, ils vont plutôt me discuter de choses qui vont être perçues socialement comme positives. Ils ne vont pas forcément me parler des choses très négatives qu'ils ont pu vivre, etc. Et ça, c'est pas nécessairement un biais, mais c'est une limite forcément qu'on va retrouver avec ce type de méthodologie-là. On ne veut pas aller dans le fond des choses sur tous les aspects ou aller tout investiguer. En termes de technique d'analyse, donc Christian en a un tout petit peu parlé, moi j'utilisais l'analyse thématique réflexive, donc il y a plusieurs formes d'analyse thématique. L'analyse thématique réflexive, c'est ce qu'on peut utiliser pour vraiment aller dans le fond en fait, de comment est-ce que pensent les gens quand on a nos entretiens en face de nous. Et la première étape qu'on va retrouver, c'est ce qu'on appelle une étape de familiarisation avec les données d'entretien. Donc, dans mon cas, c'était assez facile parce que c'était moi-même qui menais les entretiens, qui faisais la transcription et ensuite qui faisait l'analyse. Donc, forcément, je me suis bouffé un peu tous ces entretiens. Je connaissais bien par cœur. Mais du coup, c'est vraiment une étape qui est essentielle et qui vient préparer finalement ensuite les étapes de codage et de thématisation où on cherche vraiment à vraiment connaître par cœur finalement les entretiens qui ont été menés, à essayer de vraiment comprendre quelle était l'intention des personnes quand ils faisaient telle ou telle chose, pour pouvoir mieux les interpréter derrière. Et donc, les étapes qu'on va retrouver dans l'analyse thématique, c'est pas aussi simple que faire juste une analyse statistique, entre guillemets, où c'est assez linéaire finalement. Dans ce type d'analyse, on va faire pas mal de va-et-vient, un peu comme une marée, entre la familiarisation, des débuts de codage. On voit que nos codes, ça ne fonctionne pas trop lorsqu'on avance dans le codage. Donc, on revient sur la familiarisation, etc. Donc, c'est assez chronophage, ça prend du temps. Mais voilà. Et ouais, c'est vraiment cette idée-là avec ce même il faut vraiment comprendre les données, aller au fond de ces données. Ça prend du temps, finalement, faire ça. Et puis après, derrière, du coup, on a d'autres étapes qui vont arriver. Globalement, l'idée avec les analyses thématiques, c'est de thématiser, enfin, en tout cas de faire des clusters d'idées qu'on va retrouver dans les entretiens. Et donc, encore une fois, il faut se départir d'une idée de quantitativité. Ce n'est pas parce qu'il y a une idée qui arrive une seule fois ou deux fois dans des entretiens que ce n'est pas une idée qui est très intéressante à devoir analyser ou qui pourrait faire être un code à part entière et donc qui est dépourvu qu'on négligerait dans l'analyse. Et ça va aussi parce qu'on a une idée qui est vraiment très récurrente finalement, que c'est forcément quelque chose qui est très important à devoir analyser ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi quelque chose à devoir prendre en compte dans ce type d'aspect-là. Voilà. Et donc, Christian vous a un peu introduit finalement au dilemme ou en tout cas aux réflexions qu'on peut avoir d'un point de vue individuel en tant que chercheur lorsqu'on réfléchit sur la mise en œuvre des 3R pour ses propres données de recherche. Mais je me doute que je vous apprends rien si je vous dis que vous, en tant que chercheur, vous ne vivez pas dans votre propre bulle de recherche, vous n'êtes pas totalement indépendant de tout et vous dépendez vous-même d'un certain nombre en fait, de facteurs qui vont aussi influencer la manière dont vous allez mettre en œuvre ces 3R. Et donc, parmi ces facteurs-là, on peut penser à l'éducation que vous avez reçue, ne serait-ce que si vous avez toujours été éduqué à utiliser des animaux, bah forcément, ça vous paraît complètement naturel d'aller vers l'expérimentation animale et pas forcément penser à utiliser des techniques de remplacement. L'inverse est vrai aussi. L'institution dans laquelle vous travaillez, si vous travaillez dans une université qui est prestigieuse, mais qui n'a pas d'infrastructure pour pouvoir faire certains types de méthodes, forcément, vous allez plutôt vous aller vers d'autres méthodes qui ne sont pas forcément les méthodes qui sont utiles dans votre domaine de recherche. Et donc, forcément, vous allez vous aller vers une méthode plus classique, dont l'expérimentation animale. Vous allez aussi avoir tous les effets de network, ou en tout cas le champ de recherche plus général que vous allez avoir. Est-ce qu'il y a une accessibilité à avoir certains collègues qui sont plus spécialisés sur certains types de modèles, même dans les modèles animaux, parfois le modèle murin n'est pas forcément le plus adapté, mais est-ce que je peux avoir accès à quelqu'un qui fait des hydrafiches, quelqu'un qui fait du primate en humain, etc. La législation locale, etc. Donc tout ça, en fait, ça va être des facteurs externes à vous-même, mais qui vont vous influencer de manière directe ou indirecte sur votre manière de mettre en œuvre les 3R. Et donc, c'est quelque chose que je retrouvais, enfin, en tout cas, que les chercheurs pendant les entretiens mentionnaient et que je voulais, du coup, rapporter ici.
Là-dedans, du coup, intervient ce qu'on appelle des modèles multiniveaux. Et je voudrais introduire du coup cette notion de modèle multiniveau. L'idée, c'est de dire que parmi tous les facteurs, on va pouvoir ranger ces facteurs-là en fonction de différents niveaux politiques, entre guillemets, ou institutionnels. Vous allez avoir, alors je ne sais pas si on voit mon curseur ici, mais tout en bas, un niveau micro qui peut correspondre au niveau individuel, au niveau de l'équipe de recherche individuelle, qui va développer de nouvelles recherches, mettre en œuvre ces nouvelles recherches. Ici, au niveau méso, c'est un niveau intermédiaire où vous allez retrouver du coup les institutions et globalement tout ce qui permet de faire les bonnes pratiques dans le milieu. Vous allez retrouver les institutions de recherche, les institutions qui permettent de mettre en œuvre les 3R. Il y a la législation aussi au niveau de ce niveau méso. Et puis, encore un niveau au-dessus, on a ce niveau macro qui est un niveau vraiment paradigmatique. C'est comment est-ce qu'on pense la science, comment est-ce qu'on donne une trajectoire à la science. Donc, c'est vraiment un niveau plus politique, finalement. Comment est-ce qu'on drive, quelle direction est-ce qu'on donne à la science. Parce qu'il faut peut-être que je démonte cette idée parfois reçue de penser que la science est complètement neutre. Non, la science n'est pas neutre. La science est politique, finalement. Il suffit de regarder ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec tous les attaques de Trump sur les universités pour bien comprendre que si on vous gèle complètement tous vos financements, vous ne pouvez plus rien faire finalement. Donc il y a quand même un impact politique et donc ça va aussi impacter finalement, c'est vraiment le niveau macro qui peut impacter tout ça. Et en termes du coup de mise en œuvre des 3R, il y a du coup des essais d'application de ce type de modèle pour les 3R. Donc là, c'est un papier de Scheffellers de 2012 qui était vraiment sur les aspects de toxicologie réglementaire ou les essais réglementaires, de comment est-ce qu'on fait avancer la mise en œuvre des 3R dans les essais réglementaires, et où ils ont du coup utiliser ce modèle multiniveau pour détailler les différents facteurs qui peuvent influencer, soit de manière synergétique, soit de manière antagoniste, ces différents niveaux et l'implémentation finalement de nouvelles méthodes qui sont développées au niveau micro, qui arrivent au niveau méso et qui sont ensuite adaptées, enfin acceptées au niveau macro. Et donc dans le cadre de mes entretiens, finalement, lorsque j'étudiais un peu les entretiens, je retrouvais ce type de typologie, ou en tout cas cette séparation, ces différents niveaux qui étaient mentionnés par les participants. Ils ne mentionnaient pas explicitement, mais ils le mentionnaient quand même. On trouvait du coup ces niveaux micro, méso et macro. Mais ce qui était intéressant, c'est que je retrouvais aussi un niveau supplémentaire, qu'on a appelé du coup le niveau méta, où on avait vraiment cette conceptualisation des 3R qui était allait affecter aussi la manière dont on allait comprendre les 3R au niveau macro, dont on allait mettre en œuvre les 3R au niveau méso, et dont ça allait impacter le niveau micro. Et pour un peu simplifier d'un point de vue conceptuel les choses, on pouvait aussi distinguer les différents niveaux en deux grandes familles. D'une part, les facilitateurs dits réflexifs, donc c'est vraiment la conceptualisation, en tout cas la théorisation des 3R, comment est-ce qu'on comprend les 3R et la manière dont on fait sens de ces 3R. Et donc ça impacte, ça regroupe le niveau méta et le niveau micro. Et d'autre part, du coup, les facilitateurs exécutifs. Donc là, c'est plus vraiment un niveau théorique ou un niveau de faire sens des 3R, mais c'est comment est-ce qu'on met en pratique ces 3R-là. Et ça regroupe du coup le niveau macro et le niveau méso. On peut entrer un peu plus dans les détails de ces différents facteurs, en commençant par les réflexifs. Donc au niveau méta, comme je disais, il y avait vraiment tout un tas d'idées qui allaient directement impacter comment est-ce qu'on conçoit, comment on conceptualise ces 3R-là. Et globalement, il y avait 3 idées qui revenaient très souvent, en tout cas qu'on pouvait catégoriser dedans. Il y avait d'une part cette idée de ne pas parler de 3R, mais de 1 plus 2R ou 2 plus 1R, ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses, mais d'avoir d'une part le remplacement et d'autre part réduction et raffinement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était systématique dans les entretiens, où les gens discutaient du coup, faisaient un distinguo entre remplacement d'une part et réduction et raffinement d'autre part. Et il y avait presque une forme de clash finalement qu'on pouvait retrouver ou de mécompréhension, alors que dans l'idée des 3R, c'est quand même que les 3 fonctionnent de manière intégrée. Il y avait aussi une notion d'extension des considérations des 3R, pas uniquement à l'utilisation des animaux dans un protocole de recherche, mais aussi à tous les usages d'animaux à des fins scientifiques. Et donc ça vient inclure les animaux en surplus,
il y a eu un changement législatif en Suisse récemment où maintenant on va compter les animaux en surplus dans le comptage général des animaux utilisés à des fins scientifiques. Jusqu'à maintenant, on ne comptait que les animaux qui étaient effectivement utilisés dans les expériences. Il y a aussi tout ce qui va être anticorps monoclonaux, enfin production d'anticorps polyclonaux ou de sérum, enfin de médium pour la biologie cellulaire, donc le sérum fœtal bovin en particulier. La question des invertébrés aussi, qui était intéressante, et des notions de min-maxime. L'idée, c'est du coup d'utiliser le minimum d'animaux en termes de nombre. Ça rejoint un peu les dilemmes réduction-raffinement de Christian, mais essayer d'utiliser au maximum le peu d'animaux qu'on va utiliser. Donc vraiment cette notion de réutilisation maximale, que ça soit sur les animaux vivants, jusqu'à une certaine limite. Hein. Donc, bien sûr, on a quand même une sommation temporelle et des préjudices qu'on peut faire aux animaux. Mais aussi, si jamais, je ne sais pas, une procédure permet juste de récupérer un foie, de ne pas jeter tout le reste des organes, mais peut-être qu'il y a une autre équipe qui va vouloir utiliser les poumons, les reins, etc. Et puis, dernier aspect, c'est l'inclusion des bonnes pratiques scientifiques dans le fonctionnement des 3R. C'est quelque chose que je sais que ces 3R est pas mal actif dessus, mais ça inclut du coup dedans, enfin, ce qui revenait de la part des participants, c'était une notion de pilote, d'expérience pilote pour aider au raffinement, et l'open data pour faire du remplacement ou de la réduction. Hop. Et donc, en exemple ici, un professeur ordinaire qui disait que les 3R se divisent en deux parties. Il y a les deux premiers R, réduire et raffiner, ce qui revient à faire correctement les expériences sur les animaux. Ensuite, il y a le remplacement. Et ce ne sont pas les mêmes personnes qui remplacent, réduisent et raffinent. Et les personnes qui réduisent et raffinent n'aiment pas le remplacement. Et en règle générale, la communauté scientifique, c'est mon impression, n'aime pas parler du remplacement parce que si vous admettez que le remplacement est souhaitable, c'est que vous dites que l'expérience animale ne l'est pas. Donc là-dedans, on a vraiment cette idée d'incompatibilité entre remplacement et réduction et raffinement, alors que, au contraire, comme je disais, cette notion des 3R, à la base, ce qu'on entend par là, c'est que les trois devraient fonctionner ensemble pour pouvoir, dans une bonne perspective scientifique et éthique. Au niveau micro, ce que je retrouvais, moi, dans les entretiens, c'était vraiment des choses liées à l'éducation des chercheurs aux 3R. Et donc, on avait dedans encore une fois, trois sous-catégories. D'une part, l'information initiale des étudiants, qui, de la part des participants, devrait être approfondie et spécifique. C'est vraiment aller dans le fond de ce que sont les 3R, mais tout en n'étant pas finalement, en se cantonnant pas à des choses très générales, mais essayer de spécifier par rapport au champ de recherche particulier. Donc, c'est pas la même chose d'implémenter 3R en neurosciences ou en biologie du développement. Il y avait le mentoring des jeunes chercheurs et opportunités de formation continue. Je vais aller un peu plus vite parce que je vois que le temps tourne. Un exemple ici pour l'éducation. En même temps, je sais que les personnes travaillant dans les laboratoires n'apprennent pas vraiment à travailler avec les animaux dans le cadre des cours, mais pas leurs collègues. Ça peut être une bonne chose, mais ce qu'on vous enseigne n'est pas nécessairement en accord total avec le principe des 3R. Et ce que vous devriez faire légalement, même d'un point de vue juridique, tout dépend donc de la personne avec laquelle vous travaillez. Et je pense que ça ne concerne pas seulement les 3R. Donc ça, c'est vraiment l'aspect mentoring. Dire que finalement, vous avez peut-être un apprentissage qui est théorique des 3R lorsqu'on fait les apprentissages obligatoires pour faire l'expérimentation animale. Mais finalement, lorsque vient l'aspect pratique, finalement, quand on est jeune chercheur, on va beaucoup dépendre de modèles qu'on va avoir au laboratoire. Donc, ça peut être son superviseur, ça peut être du coup les techniciens de laboratoire avec qui on travaille, les postdocs, etc. Et ça vient impacter directement comment est-ce qu'on met en AV3R. Et donc, finalement, si on voit un peu les conséquences qu'on peut avoir dessus, en termes de conceptualisation, la conséquence qu'on pourrait avoir, c'est d'une part avoir une meilleure clarté conceptuelle, peut-être même une remise en cause de ces concepts. On ne les utilise pas du tout, par exemple, en éthique d'expérimentation sur les humains. Donc, si on voit qu'il y a tant de problèmes de conceptualisation, peut-être que ça peut aussi donner un hint de ce côté-là. Et aussi en recherche de consensus sur les définitions. Donc là, on a pas mal de littérature qui commence à arriver dessus, notamment un du Costi Time qui était sorti fin d'année dernière. Pour la partie éducation, ça revient à penser, voire repenser l'éducation en sciences naturelles dans une perspective 3R, en questionnant la place de l'expérimentation animale comme gold standard, vu que c'est en général dans les cursus biomédicaux, on va vraiment implémenter présenter d'abord l'expérimentation animale, et même aussi au collège ou au lycée, lorsqu'on vient vous faire les premières dissections ou les premiers trucs d'expérimentation animale, c'est pas forcément
enfin, ça en utilisant du coup le modèle animal, moins en allant sur des modèles de remplacement. Très rapidement sur la partie exécutive, niveau macro, c'est vraiment du coup, comme je disais, au niveau politique. Donc là-dessus, il y avait deux parties qui étaient mises en évidence. D'une part, une mesure concrète d'un palier de maturité. Ce que je veux dire par là, c'est que si on veut faire avancer les 3R, il ne faut pas essayer de penser les 3R de manière unique, mais encore une fois, essayer de différencier en fonction des champs de recherche et aussi en fonction de ce qui est disponible là actuellement et ce qui serait plus intéressant à développer, donc mettre plutôt paquet sur ce qui a besoin d'être développé, ce qui semble être le plus prometteur d'un point de vue développement. Et puis d'autre part, ressources matérielles et financières, appel à projet, infrastructure, compétences électives. Donc c'est vraiment donner les moyens matériels pour pouvoir mettre en œuvre ces 3R, parce que forcément, si vous avez un laboratoire qui ne peut pas mettre en œuvre des techniques de remplacement, vous ne pouvez pas mettre en place de techniques de remplacement et vous allez rester sur les techniques qui sont à votre disposition. Et donc, le quote ici, il est un peu long, donc je ne vais pas le lire, mais elle est vraiment sur cette notion de faire un palier de maturité et essayer de différencier les techniques de mise en œuvre en fonction des champs où c'est plus intéressant à faire. D'un point de vue méso, c'est facteur institutionnel, comme je le disais, et là, il y a 3 types d'institutions qui ressortaient. Il y avait d'une part l'institution de recherche elle-même, avec l'appui hiérarchique, à pouvoir mettre en œuvre ces 3R, possibilité de collaboration interdisciplinaire en incluant les sciences sociales. Il y a certains qui faisaient quelques remarques sur les aspects philosophiques qui étaient intéressants aussi à pouvoir investiguer pour rechercher en sciences biomédicales, et les motivations professionnelles, perspective d'évolution, d'avoir une chaire professorale, ce genre de choses. Il y avait aussi les comités d'éthique cantonaux. Donc la Suisse, c'est un État fédéral, et donc chaque canton est indépendant et a son propre comité d'éthique qui vient du coup gérer tous les demandes d'autorisation de projet au niveau du canton. Et là-dedans, c'était des processus plus transparents en termes de mise en œuvre des 3R, robustes et harmonisés pour pouvoir justifier certaines formes de remplacement ou de raffinement qui peuvent être proposés par le comité d'éthique. Et une plus grande autorité sur la mise en œuvre des 3R aussi, c'est de donner un peu plus de latitude au comité d'éthique. Et enfin, il y avait le 3RCC qui était vu comme une institution clé, alors sous promotion, mais aussi de centralisation des possibilités 3R. Donc, par exemple, sur le développement, avoir un laboratoire de référence sur le développement de nouveaux médiums qui ne se base pas sur les animaux, ou sur le développement d'anticorps, par exemple, parce que tout ça, ça va permettre de réduire les coûts marginaux si on a un laboratoire central, et donc de faire tout ça. Donc pareil, c'est une longue citation, mais ça renvoie plutôt à l'idée des comités d'éthique de devoir justifier du coup les aspects 3R de ce côté-là. Et donc, en termes d'implication, il y avait au niveau macro fournir les moyens à hauteur des objectifs politiques fixés. Donc, ça implique d'abord de fixer des objectifs politiques qui soient clairs, et puis ensuite, du coup, derrière, de déduire des moyens qui permettent d'aboutir à ces objectifs politiques. Et puis, au niveau méso, c'est la force de la position intermédiaire. Enfin, ce que j'appellerais la force de la position intermédiaire, c'est que la force de ces institutions-là, c'est qu'ils ont un champ d'action qui n'est pas trop large, et en même temps, il n'est pas trop réduit non plus. Donc, on peut vraiment avoir un effet concret de la part de ces institutions-là. Pardon. Donc là, je remettais un peu pour essayer de comprendre que tous ces aspects-là, ils ne sont pas indépendants les uns des autres, mais ils interagissent quand même pas mal. Alors, conclusion, c'est moi d'abord, je crois. Ouais, c'est ça. Le concept même des 3R est polysémique. Donc ça, il y a plusieurs sens qu'on donne à 3R. Et ça, vous avez autant de sens de 3R que de chercheurs, limite. Et donc, ça demande quand même une remise en question constante et vers une meilleure clarification et standardisation, voire même, comme je me disais, peut-être une remise en cause au profit du coup d'autres types de principes éthiques en recherche impliquant des animaux. Ça, c'était toi, je crois. Oui, alors pour ma part, justement, c'est assez en lien aussi avec le point précédent. Donc, l'idée que chercheurs et public tiennent compte d'aspects éthiques, notamment qui vont au-delà de la minimisation de la souffrance, destin de l'animal, différentes espèces. Donc, ça va dans le sens aussi de se poser la question, qu'est-ce que les 3R peut ou doit inclure en termes éthiques? Oui, ça c'est vraiment important. Je pense que, c'est un point de vue très personnel, du coup, à l'issue des recherches, mais qu'il faut arrêter d'avoir une vision qui est très individualisante de la mise en œuvre des 3R. Ça peut être une chose de taper sur les chercheurs d'un point de vue individuel, mais à mon sens, ce serait quand même plus efficace d'essayer de penser les différentes échelles dans lesquelles on a du coup cette mise en œuvre-là,
Et même vous, en tant que chercheur, essayez de comprendre un peu quels sont vos déterminismes à utiliser tel type de modèle ou à recourir à tel autre type de modèle, etc. Et du coup, essayer de faire avancer les choses du coup sur ces différents autres niveaux-là. Mais en tout cas, il faut avoir cette réflexion multiniveau lorsqu'on pense mise en œuvre de ce type de principe à l'échelle nationale ou même à l'échelle internationale. Et donc, pour conclure, l'idée aussi que certaines intuitions, dans les cas de dilemme éthique, peuvent être en conflit parfois avec des recommandations des autorités, comme on l'a vu par exemple dans le dilemme raffiner-réduire, et peut-être un dialogue qui serait important de mettre en place dans ces cas-là. Et je pense qu'avec ça, on arrive à la slide de remerciement. Merci pour votre attention. Désolé d'avoir un petit peu dépassé le temps. J'espère qu'on a encore le temps pour des questions. Merci tout le monde.